Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle plongée en profondeur. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet assez fascinant. Imaginez le transfert de propriété d'une immense bâtisse historique. Oh, j'aime bien l'image. En fait, remettre un simple trousseau de clés au nouveau résident, ça suffit pas vraiment pour qu'il s'y sente chez lui, hein. Pour vraiment habiter les lieux sans en abîmer les murs porteurs, on va dire, il faut comprendre les fondations, la philosophie de l'architecte. C'est exactement ça. Et c'est tout à fait le défi que pose l'acquisition de la nationalité française. Voilà. Et l'objectif de notre exploration aujourd'hui, en s'appuyant sur cette source centrale qui est le fameux livret du citoyen, c'est justement de décoder cette philosophie. On va simuler une sorte de grande discussion préparatoire pour un futur citoyen qui s'apprête à rencontrer les autorités administratives. Et il faut savoir que ce parcours vers la citoyenneté, il commence bien avant l'entretien officiel en fait. Il s'amorce vraiment dès l'arrivée sur le territoire. Ouais, avec la langue surtout. Absolument. L'apprentissage de la langue est primordial, puisqu'il faut justifier d'un niveau B1, à l'oral comme à l'écrit. Mais bon, le point d'orgue, ça reste quand même ce fameux rendez-vous en préfecture. Ou au consulat d'ailleurs. C'est souvent un moment qui stresse beaucoup les candidats. Énormément. Mais il faut bien comprendre que l'administration, elle cherchait pas à faire passer un quiz télévisé sur des dates historiques obscures. L'agent de l'État mène plutôt une évaluation de l'assimilation. Une évaluation de l'assimilation à la communauté nationale, c'est ça? Voilà. Il veut s'assurer que les valeurs de la République sont comprises et surtout qu'elles sont applicables dans la vie quotidienne. Alors d'ailleurs, au niveau purement pratique, pour ceux qui nous écoutent et qui prépareraient ce rendez-vous, il y a un conseil qui revient en permanence. C'est d'arriver à cet entretien avec un dossier parfaitement organisé, Oh oui, c'est fondamental. où les originaux et les copies sont rigoureusement séparés. Cette simple méthode, en fait, ça démontre déjà à l'agent un respect profond pour l'institution. C'est la première impression et elle compte. Mais au-delà du papier, pour reprendre votre métaphore de la maison commune, il faut observer comment elle a été fondée. Et en France, la fondation, elle repose sur une rupture politique majeure. La Révolution de 1789. Exactement. Et on peut se demander pourquoi cet événement dicte encore les règles aujourd'hui. Ah oui, il y a plus de 2 siècles. Parce qu'avant cette date, la conception même de l'individu était radicalement différente. Sous la monarchie absolue, dont l'apogée est quand même marquée par le règne de Louis XIV au XVIIe siècle, avec ce pouvoir hyper centralisé à Versailles, les habitants du pays n'étaient pas des citoyens. C'était des sujets? C'est ça, des sujets qui subissaient la loi du roi. La prise de la Bastille le 14 juillet 1789, puis la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ça opère un basculement juridique total. Une vraie révolution pour le coup. Complètement. Le sujet devient citoyen grâce à un texte fondateur qui affirme que, je cite, « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Et cet héritage, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne prend pas la poussière dans les bibliothèques. Il a généré des symboles tangibles qu'un candidat à la naturalisation va croiser tous les jours. Oui, ils sont partout. Le 14 juillet, logiquement, c'est devenu la fête nationale, en souvenir de la fête de la Fédération de 1790. Il y a le drapeau tricolore, bien sûr, l'hymne de la Marseillaise, et il y a l'omniprésence de Marianne. Notre fameuse Marianne, oui. Et Marianne, c'est pas juste un buste en plâtre posé sur une étagère. C'est vraiment le visage familier de la République qui observe les habitants lors de chaque mariage ou déclaration de naissance dans toutes les mairies du pays. D'ailleurs, si on se met en situation d'entretien, une question incontournable de l'agent, ce serait de demander d'énumérer 3 de ces symboles. Tout à fait, et un candidat bien préparé citera spontanément le drapeau bleu, blanc, rouge, l'hymne national et bien sûr la devise de la République. Liberté, égalité, fraternité. Voilà. Et le livret du citoyen insiste longuement sur cette devise, parce qu'elle n'a pas qu'une fonction décorative sur le fronton des mairies, Non, c'est clair. elle a vraiment vocation à dicter les interactions quotidiennes entre les individus. Décortiquons justement cette devise pour passer de la grande théorie à la réalité pratique. Commençons par la liberté. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Allez-y. Si on affirme que la France garantit la liberté d'expression, est-ce que ça veut dire qu'un individu peut absolument tout dire publiquement? Par exemple, publier des discours haineux sur les réseaux sociaux sous couvert d'opinion. Alors là, la frontière est très claire juridiquement. Et la réponse est non, fermement non. L'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme définit la liberté comme le pouvoir de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Donc ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est exactement le principe. La parole est libre, bien sûr, mais la diffamation, l'incitation à la haine raciale ou l'apologie de crimes contre l'humanité, ce sont des délits pénaux. C'est puni par la loi.
Absolument. Tenir des propos racistes ou antisémites, c'est pas de la liberté d'opinion. C'est une infraction qui détruit le tissu social. En fait, la loi protège la liberté de tous en sanctionnant les abus de quelques-uns. C'est une liberté encadrée pour empêcher la loi du plus fort, en fin de compte. Ce qui nous mène directement à l'égalité, le deuxième mot de la devise. Dans les sources officielles, on voit que le coup de projecteur est vraiment massif sur l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un point central. Et c'est présenté non pas comme un idéal lointain, mais comme une obligation stricte. C'est même un critère d'évaluation crucial lors de l'entretien. L'administration peut carrément refuser la nationalité française à une personne qui démontre par son comportement qu'elle rejette cette égalité homme-femme. Même si la personne est mariée à un ou une Française. Même dans ce cas-là, oui, le refus est possible. Et cette valeur, elle s'applique concrètement dans la vie de famille par le partage des responsabilités, mais aussi au travail. Le droit français interdit formellement à un employeur de payer une femme moins qu'un homme à poste égal. Ou de discriminer un candidat sur son origine ou sa religion. Ou son orientation sexuelle, oui. Les discriminations sont lourdement sanctionnées. Mais du coup, si la loi rend les citoyens libres et égaux sur le papier, que se passe-t-il quand les accidents de la vie surviennent? Parce que l'égalité juridique, bon, ça paie pas les factures médicales en cas de maladie grave. Et c'est là qu'intervient le troisième pilier, la fraternité. Qu'on imagine souvent à tort comme de la simple courtoisie entre voisins dans la rue. Le fait de se dire bonjour, quoi. Voilà, c'est bien plus que ça. La fraternité républicaine, ça va bien au-delà du simple sentiment de bienveillance. C'est une solidarité qui est institutionnalisée et qui est obligatoire. Obligatoire, c'est le mot-clé. Oui. Le livret met d'ailleurs en avant la création de la sécurité sociale en 1945 pour illustrer ça. Ce système, il n'est pas basé sur la charité. C'est une vraie mécanique d'assurance collective, financée par les cotisations et les impôts de tous. C'est le fameux système de redistribution. Exactement. Les actifs cotisent pour les retraités, les bien portants paient pour soigner les malades. C'est vraiment la volonté de vivre ensemble qui est transformée en un filet de sécurité institutionnel. C'est fascinant de voir la fraternité sous cet angle-là. Et pour que ce filet de sécurité et ces lois communes fonctionnent entre des millions de personnes aux croyances si différentes, eh bien, il faut une règle du jeu. Une règle qui arbitre la place du religieux. La laïcité ? Voilà, la laïcité. C'est un concept qui, on va pas se mentir, suscite souvent pas mal de confusion. Comment on pourrait le définir de manière opérationnelle pour un nouvel arrivant? Alors, la laïcité, elle repose principalement sur la fameuse loi de 1905 concernant la séparation des églises et de l'État. En fait, elle garantit une liberté fondamentale. Chaque personne a le droit absolu de croire, de ne pas croire ou de changer de religion. Ok, donc c'est avant tout une liberté. Oui. Mais pour assurer cette liberté sans avantager une communauté par rapport à une autre, l'État, lui, s'impose une neutralité stricte. Il ne subventionne aucun culte et les affaires publiques ne sont soumises à aucune directive religieuse. Bon, la neutralité de l'État en soi, ça se comprend bien. Mais là alors, pourquoi l'école cristallise-t-elle autant le débat? Je veux dire, pourquoi le Parlement a voté une loi en 2004 interdisant le port de signes religieux ostensibles par les élèves dans les collèges et lycées publics? Pourquoi exiger cette neutralité d'enfants qui, techniquement, ne représentent pas l'État? C'est une excellente question. C'est parce que l'école publique possède un statut particulier, un statut de sanctuaire au sein de la République. Un sanctuaire, d'accord. Ce n'est pas un espace public ordinaire, c'est le lieu où se forge l'esprit critique des futurs citoyens. Imposer l'absence de signes religieux trop visibles, ça permet de protéger les mineurs. Les protéger contre le prosélytisme ou les pressions communautaires de la part de leurs propres camarades. Pour qu'ils puissent grandir sans cette pression-là. Voilà. L'objectif, c'est de mettre les croyants sur pause, entre guillemets, durant le temps scolaire, pour que tous les enfants se considèrent d'abord comme des élèves égaux. Je vois. Et c'est vrai que l'adhésion à ces valeurs laïques et républicaines, c'est ce qui donne vraiment accès au contrat social. Le citoyen obtient des droits majeurs, à commencer par le droit de vote, ce qu'on appelle le suffrage universel. Un terme juridique essentiel à connaître d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et quand on grandit avec, on a l'impression que le vote a toujours été une évidence. Pourtant, le document officiel rappelle bien que c'est une conquête extrêmement chaotique. Oh que oui. C'est une évolution jalonnée de reculs et de victoires. On disait tout à l'heure, après la Révolution de 1789, le pays a basculé vers l'empire de Napoléon. Il y a même eu le retour des rois après. Exactement. Le suffrage universel masculin n'est définitivement acté qu'en 1848. Et c'est d'ailleurs l'année même où l'esclavage est aboli une seconde fois.
et cette fois de façon définitive. 1848, d'accord. Mais la démocratie ne s'arrête pas là. Non, elle ne se stabilise vraiment qu'avec la Troisième République à partir de 1875 et le droit de vote des femmes. Ah oui, ça c'est venu beaucoup plus tard. Et oui, il se fait attendre jusqu'en 1944. C'est très récent à l'échelle de l'histoire. Et l'abaissement de la majorité civique à 18 ans, ça ne date que de 1974. Donc avant, c'était 21 ans. C'est ça. Et aujourd'hui, l'équilibre actuel de l'État, il est régi par la Constitution de 1958. Le fameux texte suprême de notre 5e République. Voilà, impulsé par Charles de Gaulle. C'est la règle du jeu institutionnel actuelle. Et en échange de ce pouvoir électoral qui a été si patiemment conquis, les citoyens ont des devoirs envers les services publics. Ce qui est plutôt rassurant quand on lit le livret, c'est le pragmatisme de ces devoirs. C'est pas des grands serments abstraits. Non, le contrat social est très terre-à-terre. Le premier devoir, c'est tout bêtement de respecter la loi, sous le principe que nul n'est censé l'ignorer. Logique. Le deuxième, c'est la contribution financière à travers le paiement des impôts. Parce que sans impôts, la fraternité institutionnelle dont on parlait, elle s'effondre. Il n'y a plus de financement pour les routes, les hôpitaux ou les écoles. Et le troisième devoir, Ça concerne la défense nationale. Pour les jeunes, ça se concrétise par le recensement dès l'âge de 16 ans et la participation à la fameuse Journée défense et citoyenneté, la JDC. très clair. Et alors, puisque le citoyen vote pour orienter la politique du pays, il doit savoir pour qui il vote et qui fait quoi. Et là, pour ceux qui nous écoutent, on a une petite analogie sportive pour bien comprendre le principe de séparation des pouvoirs. J'adore cette analogie. Allez-y. En gros, on pourrait voir la France comme un grand terrain de jeu. Le pouvoir exécutif, donc le président élu pour 5 ans et son gouvernement, c'est l'équipe qui mène l'action sur le terrain. Le pouvoir législatif, l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est le comité sportif qui débat et rédige les règles du jeu. Et enfin, l'autorité judiciaire, les juges, ce sont les arbitres. Et c'est fondamental de préciser que l'indépendance de ces arbitres est non négociable. C'est la base de la démocratie. Exactement. Si l'équipe qui mène l'action rédigeait ses propres règles et arbitrait ses propres fautes, le système entier s'effondrerait. Et cette organisation nationale, elle redescend ensuite au niveau local. Ah, le niveau local. C'est souvent là que ça devient un véritable labyrinthe institutionnel pour un nouvel arrivant. Franchement, entre la commune, le département, la région, il y a de quoi se perdre. Comment on peut trier les rôles de chaque échelon localement, de façon simple? Le plus simple, c'est de procéder par cercle concentrique. Le cercle de proximité immédiate, c'est la commune. Avec le maire à sa tête? Oui, le maire et son conseil municipal. Eux, ils s'occupent du quotidien. L'état civil, l'urbanisme, les écoles maternelles et primaires. Ensuite, le cercle intermédiaire, c'est le département. Lui, il prend le relais sur la solidarité avec l'aide sociale et la gestion des collèges. Et donc le dernier cercle, plus large, c'est la région. C'est ça. La région a des compétences plus vastes. Elle s'occupe des transports publics, comme les trains régionaux, du développement économique global et de la gestion des lycées. D'accord. Mais alors, parmi tous ces élus, on entend aussi souvent parler d'un acteur très puissant, le préfet. C'est un élu local de plus. Ah non, surtout pas. La distinction est fondamentale ici. Le préfet ne se soumet pas au vote des citoyens locaux. Ah, il est nommé alors? Directement nommé par le président de la République, oui. En fait, le préfet, il incarne l'État au niveau du département ou de la région. Sa mission n'est pas de gérer des politiques locales autonomes comme un maire, mais de garantir que les lois votées au niveau national soient appliquées uniformément sur son territoire. Et bien sûr, d'assurer le maintien de l'ordre public. Je comprends mieux. Et il faut dire que ce découpage très minutieux s'applique sur un territoire sacrément impressionnant. On parle de plus de 67 millions d'habitants, d'un pays traversé par des fleuves majestueux, comme la Loire et la Seine, avec des monuments iconiques, du Mont Saint-Michel au sommet des Alpes. Et il ne faut pas oublier que ce territoire s'étend bien au-delà du continent européen. Absolument. Les départements d'outre-mer, comme la Guadeloupe, Mayotte, la Réunion ou la Martinique, font partie intégrante de la République. Mais au-delà de la géographie, le livret mobilise aussi l'histoire avec un grand H. Il parcourt les siècles depuis la préhistoire avec Lascaux, en passant par les Romains, Clovis, Jeanne d'Arc, pas juste pour faire de l'érudition, mais pour donner du sens aux valeurs actuelles. Tout à fait. Chaque événement sélectionné dans les sources officielles explique une facette de la France d'aujourd'hui. Par exemple, citer l'édit de Nantes, promulgué par Henri IV au XVIe siècle, ça permet de montrer les lointaines racines de la tolérance religieuse.
Ou d'évoquer les philosophes du siècle des Lumières au XVIIIe siècle, comme Voltaire ou Rousseau. Oui, ça explique d'où les révolutionnaires de 1789 ont tiré leur concept de liberté et d'égalité. L'histoire du XXe siècle, quant à elle, elle est racontée avec une franchise vraiment nécessaire dans ces documents. On mentionne évidemment les horreurs des deux guerres mondiales, mais le livret aborde aussi très frontalement la chute du pays en 1940 et la mise en place du régime de Vichy du maréchal Pétain. Et c'est un devoir de mémoire fondamental pour un futur citoyen. Ce régime autoritaire a activement collaboré avec l'Allemagne nazie. Il porte une lourde part de responsabilité dans la déportation des Juifs. C'est une période très sombre. C'est pour ça qu'assumer cette tâche sombre de l'histoire, ça permet de mieux comprendre l'importance vitale de l'esprit de résistance. Un esprit incarné à l'époque par le général de Gaulle. Une nation mature regarde ses échecs en face justement pour garantir que les principes républicains ne sombrent plus jamais. Et cet esprit républicain, eh bien, il a prouvé sa capacité à intégrer de nouvelles forces. Et ce qui est particulièrement touchant dans ces documents préparatoires, c'est l'accent qui est mis sur les personnalités naturalisées. La culture, la science, les arts français, tout ça s'est forgé en grande partie grâce à des individus nés à l'étranger. C'est un apport inestimable, vraiment. L'intégration n'efface pas les origines, elle les additionne. C'est joliment dit. Et l'impact scientifique et culturel de ces figures, il est monumental. Si on prend le domaine des sciences, par exemple, il y a Marie Curie. Marie Curie, venue de Pologne pour étudier, qui révolutionne la compréhension de la radioactivité, obtient 2 prix Nobel et repose aujourd'hui au Panthéon. Mais on a aussi le physicien Georges Charpak ou le célèbre volcanologue Arun Taziev. Et dans les lettres, c'est pareil. On a le poète Guillaume Apollinaire, d'origine polonaise et biélorusse, la poétesse André Chédid, née en Égypte, ou encore Romain Gary. Romain Gary, d'origine russe, oui, qui signe quand même l'exploit unique de remporter 2 fois le prix Goncourt grâce à sa maîtrise spectaculaire de la langue française. C'est incroyable. C'est fascinant. Et les arts regorgent de ces parcours hors normes. Le peintre Marc Chagall, d'origine russe, dont l'œuvre orne le plafond de l'Opéra Garnier à Paris. Des voix inoubliables comme la chanteuse et actrice Dalida, née au Caire. Ou Valérie Benguigui, née en Algérie, qui a tant marqué le cinéma et le théâtre. Et bien sûr, Joséphine Baker, née américaine, qui fuit la ségrégation de son pays pour devenir une icône du music-hall avant de s'engager au péril de sa vie dans la résistance française. Elle est aussi au Panthéon d'ailleurs. Le message sous-jacent de cette liste, il est hyper exaltant. La République attend de ses nouveaux citoyens qu'ils enrichissent l'édifice commun. Un édifice qui s'insère lui-même dans un projet beaucoup plus vaste aujourd'hui. Puisqu'en devenant français, grâce au traité de Maastricht de 1992, on devient également citoyen européen. Ah oui, l'Europe, c'est une dimension très importante. Bien sûr, cette citoyenneté européenne superpose de nouveaux droits, comme la liberté de circuler et de travailler librement dans les pays de l'Union. Le droit de payer avec la monnaie unique qu'est l'euro, évidemment, et le droit de participer aux élections du Parlement européen, ainsi qu'aux élections municipales de sa commune de résidence. On voit bien que c'est un engagement global. Alors, notre parcours chronologique touche à sa fin. Le jour de l'entretien officiel avec les autorités administratives approche pour notre futur citoyen imaginaire. Il possède désormais une vraie boussole qui couvre l'histoire, les institutions et les valeurs profondes de la République. Tout à fait. À titre de dernier entraînement mental pour ceux qui s'y préparent, un candidat doit maîtriser quelques questions réflexes. Par exemple, quelle est la devise de la République? Liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce que la laïcité? Un principe de neutralité de l'État qui protège la liberté de croire ou de ne pas croire pour tous. Et pouvez-vous citer des figures historiques naturalisées? Marie Curie, Joséphine Baker, Romain Gary. Voilà, on est prêt. Et bien sûr, ce fameux conseil pratique qu'on a donné au début, mais qui reste incontournable. La première preuve de sérieux, c'est d'arriver avec un dossier administratif classé de façon irréprochable. C'est la base, oui. Mais cette préparation très exigeante souligne que l'acquisition de la nationalité, ça dépasse de loin la simple régularisation administrative. Et l'enseignement le plus profond de ce livret réside peut-être dans l'après-entretien. C'est-à-dire? Remet aux candidats les règles d'un jeu institutionnel. Mais dans une démocratie, le pouvoir ultime appartient au peuple. Le fameux contrat social. Voilà. En intégrant de nouveaux citoyens, l'État accepte implicitement que ces nouvelles voix auront un jour le pouvoir de modifier le fonctionnement même de la société, de la faire évoluer. Voilà une perspective vraiment fascinante sur laquelle s'arrêter. Le véritable test de ce contrat social n'a peut-être pas lieu dans le bureau de la préfecture lors de l'entretien.
Le véritable test, il se révélera dans les décennies suivantes, en observant comment la République se transformera lorsque ses citoyens les plus récents décideront d'utiliser leur vote et leur voix pour réécrire à leur tour les règles de la maison commune. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration en profondeur et à très bientôt.